Quel que soit le groupe, la demande, l'objectif aurait été le même, sortir du groupe. Donc voilà, on sait ce qu'on a à faire, on sait les adversaires qui nous seront proposés. Pas la peine de faire des commentaires et essayons de bien préparer ces matchs-là pour atteindre l'objectif qui est le nôtre. Laurent, oui. avant le chance de revoir votre système à 3 minutes. Ce n'est pas mon système, je tiens à préciser. Cette configuration-là, tactique, À quoi? La disposition tactique que l'on a vue à Nantes? Pourquoi pas, oui. Je ne m'interdis rien, je ne m'interdis aucun système. Les choses peuvent évoluer. Je pense que les adversaires aussi, comme nous d'ailleurs, analysent le jeu du Paris Saint-Germain et c'est de bonne guerre. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de trouver la meilleure formule possible pour être le plus efficace possible et aussi le plus équilibré possible. Parce que ça, c'est une chose très importante, notamment quand les adversaires défendent très très bien. À mon avis, paradoxalement, c'est là où il faut faire très attention pour ne pas prendre en compte bêtement ce que l'on a fait par exemple contre Ajaccio et s'apercevoir qu'effectivement on domine le match 85 minutes, mais on a failli perdre le match. Donc cet équilibre-là, il faut le trouver, à nous de le trouver, à moi de le trouver. Donc il est possible qu'on essaye d'autres formules aussi, mais pour essayer de voir si une formule ou un schéma est efficace, il faut quand même l'expérimenter plusieurs fois. Vous demandez à Lavezzi, Laurent, dans ce système. Pardon? Est-ce que vous demandez à Lavezzi dans ce système? De marquer des buts. C'est un attaquant, il fait partie du potentiel offensif que nous possédons cette année, lui comme d'autres d'ailleurs. Hein. Donc un joueur attaquant, vous le savez aussi bien que moi, c'est le bilan de sa saison, le bilan personnel, individuel de sa saison. Pour un attaquant, souvent il est jugé par le nombre de passes décisives et le nombre de buts. Donc effectivement, après il y a des profils de joueurs qui sont différents. Pocho, c'est un garçon qui aime énormément les espaces. Le problème, c'est que quand il y a une équipe comme le Paris Saint-Germain qui domine et qui a 60% ou 65% de la possession de balle, ça veut dire que l'équipe adverse défend, ça veut dire qu'elle défend devant son but, ça veut dire que les espaces ne sont pas très profonds. Donc c'est peut-être pas le meilleur moyen pour exploiter les qualités individuelles d'El Pocho, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un volume de jeu assez impressionnant. Et c'est quelqu'un qui se procure paradoxalement beaucoup d'occasions, mais qui ne marque pas beaucoup de buts. Donc j'espère que cette stat va changer pour lui, parce que ça lui ferait du bien et ça nous ferait aussi du bien à nous. Voilà. Il est un peu similaire à Cavani, il est généreux dans l'effort, il aime bien le ouais, mais il est moins buteur qu'Edison. Il est moins buteur. C'est comme ça. Déjà à Naples, c'était le cas, mais Dieu sait que l'alchimie entre les deux ou la connaissance entre les deux est sensible, puisque bon, on sent que ces joueurs-là ont joué ensemble. Donc. Oui, je pense que lui aussi va progresser dans le jeu, va devenir encore meilleur. On le juge certes à travers les buts qu'il marque, un buteur, mais aussi à travers le replacement qu'il peut avoir quand on a perdu le ballon par exemple. C'est des joueurs, c'est des attaquants qui sont assez utiles pour l'équipe, que ce soit Lavezzi ou Edison, parce que dès qu'ils perdent le ballon, ils ont ce réflexe-là de se replacer et de faire des efforts, des contre-efforts pour le récupérer. Donc ça c'est assez bien puisque ça soulage vraiment l'équipe. Qu'attendez-vous de vos milieux, Marco Verratti et Radio point faible, point fort Point faible des joueurs ou de notre milieu? Non, de ces deux joueurs-là. D'abord, sur ces deux joueurs-là, on peut s'apercevoir que c'est des jeunes joueurs. Il y en a un qui a 18 ans, si je ne me trompe pas, et l'autre 20 ans. Donc c'est des gens qui ont quand même, à mon avis, une marge de progression intéressante, puisqu'ils sont déjà à un très très haut niveau, notamment Marco, puisqu'il est déjà en sélection nationale avec l'équipe d'Italie. Voilà, moi j'attends que dans ce secteur de jeu, effectivement, on a 4 joueurs de grande qualité, que ce soit Thiago Motta, Blaise, Marco et Adrien, que je veux inclure dans
dans ces joueurs-là et dans cette zone-là, parce que je crois beaucoup à ce petit, parce qu'il a énormément de qualité aussi. Donc voilà, je me dis qu'avec tous les matchs qui nous seront proposés, dans ce secteur de jeu-là, on le sait, on court beaucoup, on défend beaucoup, et malheureusement aussi on prend quelques cartons. Donc je me dis que 4 garçons pour 2 postes, c'est bien, puisque je pense que les 4 auront à un moment donné dans la saison une chance de pouvoir démontrer son talent. Il y a encore, Oui. Pastore qui doit être dans les 5 pour ce poste. Vous avez joué avec lui ou 2 à Nantes et qui rentre dans le milieu de terrain aujourd'hui. Oui. Pastore. Ben, à ce que je sache, Pastore, je le considère comme un milieu de terrain, oui. Donc il ne rentre pas dans ces 2 postes-là, puisque bon, c'est des postes défensifs. Pour moi, Ravier est un joueur beaucoup plus offensif, et j'espère qu'il va le démontrer durant cette saison. Je l'attends énormément, beaucoup plus devant. C'est-à-dire que je l'attends comme passeur, d'abord, parce que c'est un garçon qui est très doué techniquement et qui est capable, et j'espère qu'il le démontrera, de faire des passes décisives pour le potentiel offensif que l'on a devant. Que ce soit Edison, que ce soit Ibra, que ce soit Lavedi, mais ça peut être aussi Lucas, ça peut être Jérémy Ménez quand il sera là. Donc on a un potentiel offensif intéressant, mais il faut des gens aussi qui leur donnent des bons ballons. Et Ravier fait partie de ce type de joueur qui est capable de donner des bons ballons. Donc j'attends beaucoup de lui, dans ce secteur-là. Mais il n'est pas du tout dans le même registre que Blaise Matuidi et que Thiago Motta. Dans les dernières années, Oui. Pastore a presque joué dans sa position de meneur de jeu offensif qu'il avait à Palerme. Oui. Et il avait à Paris, il a joué sur un côté. Oui, mais ne vous fiez pas. Vous le faites quand ça vous arrange, et puis quand ça vous arrange pas, vous le faites pas. Quand on désigne une équipe, qu'on la met en place au coup d'envoi, on dit oui, Ravier Pastore, il joue à gauche. C'est faux. Il joue à gauche quand il se replace à gauche, quand on n'a pas le ballon. Mais dès qu'il a le ballon, on lui demande quoi? De venir dans le milieu et de jouer dans son poste préférentiel, à mon avis, qui est numéro 10. Donc Ravier joue dans son poste, joue dans sa zone. C'est pas un problème, quoi. On ne le fait pas jouer milieu défensif, Ravier. On veut justement qu'il soit en appui avec le potentiel offensif que l'on décrit comme important. Bien sûr, il est important, et il faut surtout des gens qui alimentent ce potentiel offensif, ou ces joueurs offensifs. Et Ravier fait partir de cela. Et voilà. Très fort techniquement, mais Oui. des déchets Ouais. assez considérables. Trop. Comment c'est possible? C'est dans la tête, C'est dans la tête. Si c'est dans la tête, c'est aller au docteur. Donc ça peut être dans la tête, mais je pense que c'est un garçon qui a besoin d'énormément de confiance. C'est un garçon qui nous donne entièrement satisfaction. Sincèrement, depuis le 1er juillet, c'est quelqu'un qui a raté pratiquement aucun entraînement. Il s'entraîne d'une manière exceptionnelle. Voilà, il a besoin peut-être aussi d'un déclic dans un match officiel. J'espère que ça sera le cas dans peu de temps. Parce que sincèrement, avec la qualité qu'il nous démontre depuis le 1er juillet, effectivement, il y a un décalage entre ce qu'il nous démontre à l'entraînement et ce qu'il produit en match. Mais c'est un rôle aussi difficile, hein. Jouer derrière les attaquants, jouer numéro 10, c'est quand même plus difficile que de jouer devant la défense. Si c'était si facile que ça, on aurait des numéros 10 de partout. Oui. Hier à l'entraînement, juste avant le début de la séance, Oui. vous avez vu parler notamment avec Alex et Thiago Silva quasiment dans la foulée. Enfin, c'était juste avant que les exercices commencent. Oui. C'est définitivement votre binôme central. Il n'y a pas de... Pas définitivement. Je retiens ce que vous avez dit, mais définitivement, ça n'existe pas en football. C'est la charnière avec laquelle on a commencé le championnat. Vous vous êtes aperçu que depuis le mois d'août, on joue une fois par semaine, jusqu'à la trêve internationale, on va jouer une fois par semaine, mais après la trêve internationale, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier, il va y avoir des matchs tous les 3 jours, des compétitions. Là aussi, malheureusement, dans ce secteur de jeu, on peut se blesser, on peut prendre aussi des cartons jaunes, voire des cartons rouges. Donc là aussi, en charnière centrale, avoir 4 joueurs pour 2 postes, c'est pas du superflu. Dans ce poste, justement, vous connaissez bien. Oui. Enfin, vous doutez de
avoir une paire régulière, une paire type qui, dans sa tête et dans Oui. le reste du collectif. Oui, mais c'est le cas. Que je sache, Alex et Thiago Silva ont joué beaucoup l'année dernière ensemble. Donc à ce niveau-là, effectivement, ils ont un certain repère. Ils sont de la même nationalité aussi. Donc voilà, là à ce niveau-là, on est vraiment... Il y a une garantie de connaissance l'un par rapport à l'autre. Laurent, en parlant de la charnière centrale, on a le dossier Sacco. Oui. On départ sans Dominican. Écoutez, je suis ça à travers vos articles, vos nouvelles. J'ai quelques nouvelles aussi sur ce dossier-là. Pour l'instant, je me répète, mais pour l'instant, jusqu'au 2 septembre, effectivement, Mamadou peut nous quitter. Je pense qu'il en a exprimé le désir à la direction. Je pense aussi que ce soit le joueur ou la direction essaye de trouver la solution qui satisfait tout le monde. Laurent, avec ces nouveaux systèmes, avec 3 milieux et 3 attaquants, est-ce qu'on peut penser que demain, on peut voir Marco Verratti avec Thiago Motta et Matuidi, les 3 milieux, ou vous avez besoin où Thiago Motta et Marco Verratti sont l'un à la place de l'autre? Ils peuvent jouer ensemble. L'année dernière, ils l'ont démontré. C'est des joueurs qui sont intelligents et qui peuvent très bien jouer ensemble. Après, comme je vous l'ai dit, dans les 3 du milieu, on peut tout faire. On peut mettre 2 défensifs, 1 offensif. On peut mettre 1 défensif et 2 offensifs. On peut tout faire. Donc voilà, je dis que Marco et Thiago peuvent jouer très bien ensemble. Mais effectivement, vu la physionomie du match à domicile contre Guingamp, malgré tout le respect que j'ai pour Guingamp, je pense qu'il va falloir aussi aligner quand même une équipe offensive, certes avec notre potentiel offensif, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi avec des joueurs qui sont capables d'alimenter ce secteur-là. Laurent, sur le poste d'arrière droit, on a vu pour l'instant Javet et Grégory Vanderbilt, Oui. avec à chaque fois du bon et du moins bon. Est-ce que c'est un poste qui vous pose question? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou est-ce que vous attendez plus de ces gens-là? Ça ne nous pose pas question. Est-ce qu'on attend plus? Effectivement, on attend plus de ce poste-là et de ces joueurs qui l'occupent. Donc, quand je dis que la concurrence existe pratiquement à tous les postes, c'est vrai, même défensivement. Si on élargit un petit peu l'effectif que l'on veut avoir, on veut avoir 8 défenseurs. Donc 4 dans l'axe, 2 sur les côtés gauche, puisqu'il y a Luca Digne et Max. Et sur le côté droit avec Grégory et Christophe. Donc voilà, la concurrence est là. On a démarré avec Christophe. On a vu qu'à Nantes, j'avais changé et j'avais pris la décision d'aligner Grégory. Voilà, c'est la concurrence. Ça s'appelle la concurrence. À eux de faire en sorte que cette concurrence les tire vers le haut plutôt que vers le bas. Vous aimeriez en installer un, idéalement, dans une défense? Si y en a un des deux qui fait des bonnes prestations, on n'est quand même pas fou et on l'installera, mais on lui dira de rester vigilant parce que la concurrence, elle est toute l'année. Il ne faut jamais se reposer parce que c'est le meilleur moyen justement d'aligner des moins bonnes performances. Et s'il y a moins de bonnes performances, justement, il y a l'autre qui est prêt à prendre le relais. C'est ça la concurrence. Justement, vous parliez... Je ne vous vois pas. Pardon, vous parliez justement de 4 défenseurs centraux. En Oui. cas de départ de Mamadou Sakho, Oui. est-ce que vous allez demander à la direction un 4e défenseur central pour avoir toute cette concurrence au papier ou est-ce que... Non. Non. Non, parce que si vous faites bien vos comptes aujourd'hui, on en a 5 défenseurs centraux. Ah, c'est vrai. Ah voilà. Et croyez-moi, il est important. Pas seulement sur le terrain, en dehors. Et j'en suis très content d'ailleurs. Excusez-moi. Depuis l'arrivée de Cavani, vous avez dit plusieurs fois que le seul problème avec le joueur comme Cavani au range, c'est l'ego à gérer dans le vestiaire. Maintenant, avec aussi les joueurs peut-être sur le banc qui ne sont pas heureux, peut-être qu'il y en a plus. Je demande si dans le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, manque quelqu'un comme Leonardo qui était le très mignon entre la dirigeance et les terrains. Quelqu'un qui connaît bien les terrains, mais connaît aussi bien les joueurs qui
qui les acheter. Qu'est-ce que manque Léonard aujourd'hui? Vous croyez qu'il peut manquer? Non, mais de toute façon, que Léo soit là ou que Léo soit pas là, les joueurs, quand ils jouent pas, ils sont pas contents. C'est pas une question d'avoir un directeur sportif présent ou pas présent. Avec ma petite expérience, je sais qu'un joueur, il est seulement content quand il joue. Quand il joue pas, il n'est pas content. Quel que soit le joueur. Qu'il ait un grand, qu'il ait un petit ego. Mais le problème, c'est que vous avez des effectifs de 25. Et ça ne se passe pas qu'au Paris Saint-Germain, ça. Regardez les autres grands clubs, ils sont 25, 26. Mais je vous rassure, ailleurs, c'est pareil non plus. Les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas contents. C'est comme ça. Je pense que quand on assume, quand on dit que la concurrence, elle est là, la concurrence, elle est saine, et c'est la réalité, le choix est fait par rapport aux performances sportives et uniquement par rapport aux performances sportives, il faut l'accepter et aussi l'assumer. Voilà, c'est ça, la concurrence, c'est ça. Et on y a tous passé. Je veux dire, par là, on y a tous passé. Mais il faut être costaud, il faut avoir du caractère pour l'accepter. Alors quand on est en concurrence et qu'on joue, tout va bien. Et tout d'un coup, quand on ne joue plus, hop, la concurrence, difficile. Non, il faut l'accepter dans les deux cas. Mourinho disait qu'un entraîneur, à la fin du mercato, il attend toujours d'avoir un renfort de 6 000 contraires. Donc, tout septembre, vous attendez encore un renfort? Non, mais s'il en arrivait un, pourquoi pas? Laurent, enfin, je sais pas, non? Si on regarde bien notre effectif, il est bien équilibré. Si vous le regardez avec beaucoup de détails, et pour ceux qui regardent très bien, effectivement, peut-être il manque encore un petit joueur. Et ne me regarde pas comme ça, avec un air... voilà, c'est tout. Après, ça sera le cas ou pas. Le 2 septembre, c'est dans peu de temps. Donc, regarde bien l'effectif. Tu arriveras certainement à trouver. Laurent, sur le sujet, hier, Franck Ribéry a gagné le trophée de meilleur joueur FIFA. Oui. C'est vous qui l'avez avancé en équipe de France, c'était compliqué pour lui. Voilà, comment vous jugez sa saison? Est-ce que vous êtes content pour lui pour cette pénalité? Ouais. Je suis content pour... Bien sûr, je suis content pour lui. C'est un garçon un petit peu avec une carrière atypique. Il est passé à travers toutes les mailles de la formation. Je pense qu'il a fait une rencontre importante dans sa carrière qui s'appelle Jean Fernandez. Voilà, on dit toujours que dans la vie, c'est les rencontres qui comptent, quoi. Et effectivement, celle-là, elle a compté énormément pour lui, pour sa carrière sportive au moins. Moi, je suis tout à fait content de la saison qu'il a fait. Il a mené vraiment... son niveau de jeu, vraiment, s'est amélioré. Il a éliminé ses blessures qui vraiment le tracassaient, alors ses blessures physiques et autres, pour se consacrer qu'à son jeu. Et on voit que quand il est dans ce cas-là, il fait partie des meilleurs joueurs européens. Donc c'est une bonne chose. Je pense que dans le football, les choses vont très vite. Je pense qu'il est en train de vivre peut-être un de ses meilleurs moments de sa carrière. Quand je vois là où il était il y a 2 ans et demi, je peux vous dire que les choses vont très vite. Donc ça prouve qu'il faut toujours y croire et jamais abandonner. Quand on est élu meilleur joueur européen, concrètement et sans être... on peut espérer avoir le ballon d'or, bien sûr. Question suivie également, est-ce que vous avez posé déjà en mois dernier Oui. l'ancien salarié de la banque BS Oui. 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 Est-ce que vous avez d'autres choses à dire là-dessus? Non. Non. Est-ce que vous avez régularisé la situation? Non, j'ai rien du tout. J'ai rien fait. Depuis la dernière fois que je me suis exprimé sur le sujet, rien n'a changé. Ah non, non. Je n'ai pas eu d'explication. Mais je vois que vous avez pris le relais. Voilà. Vous ne faites pas partie des 1100 contribuables français qui sont venus se régulariser comme ça auprès des services de Bercy. Vous savez qu'il y a beaucoup de comptes cachés en Suisse. Et Ouais. les gens viennent. Écoutez, monsieur, on est dans une séance d'avant-match de football. Alors, je ne sais pas où vous allez laisser rentrer, peut-être vous avez votre carte de journaliste sportif, mais apparemment, la question n'a rien à voir avec le sport. Donc, vous me la poserez quand on sera dans un autre contexte. Non, je suis dans un cadre sportif, moi. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question suivante. Laurent, quel regard tu portes sur le niveau du foot européen, du foot français à plan européen après l'élimination de Nice et Saint-Étienne? Bah écoute, j'ai regardé les 2 matchs.
Sincèrement, inquiétant. Sur le résultat, oui. Mais quand on voit les matchs, on se dit que, sincèrement, ces deux clubs-là n'ont pas eu la réussite pour passer. Aujourd'hui, Nice et Saint-Etienne pourraient très bien faire partie des qualifiés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça prouve peut-être effectivement que le football français n'arrive plus à être certain d'obtenir des résultats contre des équipes plus faibles. Oui. Je veux savoir votre regard sur la formule actuelle de la Ligue des Champions. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'il faut plus de clubs, moins de clubs, resserrer, reste, ou il faut que les champions de France, les champions par l'Europe dans cette compétition? Écoutez, je ne sais pas, je pense avoir dit quand j'ai occupé un autre poste que la Champions League prenait énormément de place, souvent au détriment des équipes nationales. Je le pense. Donc augmenter le nombre de clubs encore en Champions League, ça me paraît vraiment, vraiment difficile. Donc voilà, est-ce qu'on est arrivé à la bonne formule? Je ne sais pas, c'est pas moi à le dire. Je pense qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus, quoi. On ne va pas pouvoir prendre beaucoup plus d'équipes pour jouer cette Champions League que tout le monde veut jouer, puisqu'elle est non seulement exceptionnelle en termes sportifs, mais elle est aussi exceptionnelle en termes financiers. Donc tout le monde la veut, tout le monde veut y participer. Il y a quand même l'habitude pour plutôt jouer au foot. Est-ce que ça peut arranger le PSG de tomber contre l'équipe qui veut le jeu? Écoute, je te dirai ça après le match de demain. J'espère que tu as raison. Je connais l'entraîneur. Ça ne serait pas étonnant qu'il veuille jouer. Mais tu sais, c'est toujours pareil. Tu veux jouer, dans l'intention, tu veux jouer. Le seul problème pour jouer, c'est qu'il faut avoir quelque chose, c'est le ballon. Donc nous, on le veut. Si eux le veulent aussi, ben ça va faire une belle bataille. Qui c'est qui va l'avoir le plus? On verra ça demain. C'est assez nouveau ça, Laurent, parce que l'année dernière, justement, Paris était assez connu pour laisser souvent le ballon à l'adversaire. Est-ce que les joueurs... Enfin, c'est pas ma philosophie. Hein. Oui. Vous pensez ça, sincèrement? Je n'ai pas regardé les stats de l'année dernière, mais en contre. 56, mais jamais 60, 65, jamais. Attendez, peut-être ce qui est arrivé contre Ajaccio, c'est aussi pas exceptionnel, mais c'est un contexte particulier, quoi. L'équipe a marqué assez rapidement, donc elle s'est recroquevillée derrière. Voilà, le contexte a fait qu'effectivement on a eu un pourcentage de balles très 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 élevé. Mais dans ma philosophie, c'est d'essayer d'avoir le ballon, oui. Et les joueurs, ils appréhendent ça comment? Alors, comment ça, ils appréhendent ça? Je pense qu'ils sont contents, les joueurs. J'avais pu le dire aussi quand j'étais à la tête de l'équipe nationale. Quand vous dites à un joueur que vous voulez mettre un système en place, quel que